Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui se trouvent sur notre continent et bonjour aux participants qui nous rejoignent du reste du monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de dialogues sur l'Afrique, 4e édition, où il est question aujourd'hui du développement du capital humain, le climat, l'énergie et les systèmes alimentaires. Je m'appelle Johan Kagwanja, directrice et coordinatrice de la section agriculture et environnement des affaires au sein de l'ALPC, le Centre africain de politique foncière. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons des intervenants de premier plan lors de cette séance. Et étant donné l'époque que nous vivons, nous avons assisté à de nombreux chocs climatiques et autres pour nos systèmes alimentaires, mais nous devons aussi reconnaître l'importance du développement du capital humain. Et donc, j'ai le plaisir, cet après-midi, de souhaiter la bienvenue lors de la première séance pour des propos d'ouverture, divers intervenants, avant de passer à une discussion en format panel. Dans un premier temps, nous allons entendre les propos liminaires de Madame Cristina Duarte, sous-secrétaire générale et conseillère spéciale pour l'Afrique. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir parmi nous. Nous avons également Madame le docteur Vera Songwe, sous-secrétaire générale et secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique. Elle sera représentée par le secrétaire exécutif adjoint, le docteur Hanan Mossi. Nous allons également entendre des propos liminaires de Madame Nardos Bekele Thomas, PDG de l'Aouda NEPAD. Nous avons également beaucoup de chance de l'avoir parmi nous, alors qu'elle a récemment pris ses fonctions. Sans plus attendre, nous donnons la parole à Madame Cristina Duarte. Je vous remercie. Le son de l'intervenante ne fonctionne pas. Pourriez-vous allumer votre son, s'il vous plaît, madame? Je vous prie de m'excuser. Bonjour. J'avais allumé mon micro, je suis désolé, mais il s'est de nouveau éteint de son propre chef. Si vous m'entendez, je vais poursuivre. Très bien. Alors, bonjour déjà. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. En particulier, madame la modératrice Johan. Comme vous le savez, nous organisons depuis le début mai cette série de dialogues sur l'Afrique. Car le mois de mai, c'est le mois de l'Afrique pour le secrétariat. Cette année, nous nous sommes associés à différentes entités d'une importance primordiale dans les chaînes de valeur des systèmes alimentaires. Et je pense que jusqu'ici, nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble. La série de dialogues sur l'Afrique est l'un des produits phares de l'OSAA, le Bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, et au cours des dernières années, nous avons tenté de transformer cette série en une plateforme qui donne la parole aux voix africaines dans l'espace mondial. Donc bonjour et bonsoir, Excellence, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs. Tous les protocoles ayant été observés, au nom de l'ensemble des co-organisateurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e et dernière levée de la série de dialogues sur l'Afrique édition 2022 sur le thème le développement du capital humain, le climat, l'énergie et les systèmes alimentaires. Nous avons déjà noté que les crises alimentaires que l'Afrique traverse actuellement ont été amplifiées dans une certaine mesure par des facteurs exogènes. D'abord, il y a la Covid-19 et plus récemment la guerre en Ukraine. Et ces deux événements ont déclenché des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement internationales. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue le fait qu'au-delà des conséquences de ces deux facteurs, le changement climatique est la menace qui plane sur la sécurité alimentaire de l'Afrique. Les conséquences du changement climatique se ressentent de plus en plus
dans l'ensemble des sous-régions du continent africain, et cela se manifeste par une augmentation du nombre de catastrophes, par exemple la sécheresse dans le Sahel, les inondations en Afrique centrale, de l'Est et australe, et les ouragans en Afrique australe. C'est un risque qui ne va pas disparaître à moins que nous agissions de manière collective dans un cadre de responsabilité commune. Afin de surmonter ces défis, nous devons accélérer la transformation structurelle du continent africain de façon à réduire la vulnérabilité de l'Afrique face aux chocs et aux autres facteurs exogènes. Je pense qu'il est temps que l'Afrique mette en place une approche forte qui vient de l'Afrique. N'oublions pas cette expression simple, une solution qui vient de l'intérieur, de l'intérieur. Dans le contexte actuel, deux types de mesures sont nécessaires. D'abord, il est indispensable de développer des systèmes agricoles résilients, agrémentés de technologies et de pratiques qui s'appuient sur des connaissances agricoles existantes. Et l'énergie est une dimension importante ici. L'énergie est indispensable à notre production agricole et elle nous permettra d'augmenter la productivité en améliorant la production, la transformation et la conservation des aliments. C'est également une manière de soutenir les petits propriétaires afin qu'ils redoublent d'innovation et de pratiques alternatives. Il faut faire le lien entre les investissements dans les énergies renouvelables et les chaînes de valeur du système alimentaire, et cela va ouvrir la voie vers une nouvelle approche intégrée et novatrice envers l'énergie, l'agriculture, l'eau, et afin de mettre à profit le lien entre énergie et alimentation. Et à terme, cela nous permettra de mettre à profit le potentiel du numérique pour reproduire à échelle les mesures agricoles intelligentes sur le plan climatique qui combattent la dégradation des sols et renforcent la résilience des petites exploitations. Ensuite, nous devons avoir des systèmes de soutien fonctionnels qui permettent d'absorber les effets du changement et facilitent la transformation des systèmes. Il faut que ces politiques soient concentrées sur le capital humain. Avec un score d'indice de capital humain de 0,40, l'Afrique n'en est à 40% de son potentiel. Le PIB par travailleur pourrait être 2,5 fois plus élevé si chaque citoyen africain avait la possibilité de suivre une scolarité jusqu'à son terme et d'être en bonne santé et de disposer d'une couverture de santé exhaustive. Imaginez les effets d'une augmentation comme celle-ci sur l'agriculture de l'Afrique. C'est pourquoi le capital humain, la recherche et les connaissances traditionnelles peuvent jouer un rôle incontournable dans le développement de systèmes alimentaires nutritifs, en bonne santé et résilients sur le plan climatique. Et pour cela, il faut une bonne hiérarchisation des investissements. Mais l'Afrique ne part pas de zéro. Nous devrions fonder nos mesures sur des stratégies définies dans le programme 2030, dans le programme 2063, dans la déclaration de Malabo et bien sûr prendre en compte les résultats du sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires de l'année dernière. Nous devons mieux construire et créer une Afrique prospère dans laquelle personne n'est laissé sur le bas-côté et je suis certaine que le webinaire qui nous réunit aujourd'hui sera l'occasion d'identifier des recommandations concrètes, faciles à mettre en œuvre, qui nous permettent de vraiment tirer profit du lien entre énergie et climat. Merci beaucoup et Joan, je vous rends la parole. Un grand merci, Madame Duarte, d'avoir dressé la toile de fond de cette discussion. Effectivement, ce sommet de l'année dernière a été riche en enseignements. Je voudrais maintenant, au nom du Dr Sangwe, présenter notre secrétaire exécutif adjoint, ou plutôt adjointe, le Dr Hanan Hossi, pour faire des propos d'ouverture. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous.
Chers collègues, chers participants, tous les protocoles ayant été observés, je voudrais d'abord féliciter l'UA et l'ONU pour leur partenariat dans le contexte de cette série de dialogues sur l'Afrique. En effet, le thème de la discussion de ce jour, qui est concentré sur le capital humain et le développement socio-économique, est particulièrement pertinent, notamment dans un contexte où on assiste à des reprises disparates consécutives à la pandémie de Covid-19, à des chaînes d'approvisionnement de nouveau perturbées, à différentes capacités productives des systèmes agroalimentaires et à des facteurs de pression socio-économique qui s'accentuent. Nous devons rendre la nutrition plus résiliente pour accélérer le capital humain et le développement socio-économique. C'est plus criant que jamais. La résilience permettra de répondre aux défis du continent en matière de transformation durable et cela nécessitera une approche multipartite. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais évoquer l'importance du fait d'adopter une approche intégrée et cohérente pour une reprise intégrée et pérenne sur le continent africain. Je voudrais également mettre en lumière quelques domaines d'intervention pour remédier aux vulnérabilités existantes et parvenir à de meilleurs résultats pour remédier aux problèmes critiques du continent en matière de système alimentaire, de santé, d'infrastructures et de mobilisation des ressources, entre autres. L'Afrique doit renforcer sa résilience face à diverses menaces et chocs à l'avenir, notamment les chocs macroéconomiques, les épidémies, les conflits, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, les fluctuations des prix de l'énergie, le resserrement des conditions financières et le changement climatique. Nous savons déjà que notre continent est le plus petit contributeur au changement climatique et pourtant il en subit les conséquences de plein fouet. Nous avons assisté à des sécheresses dévastatrices en Afrique australe et occidentale, des cyclones en Afrique de l'Est et des épisodes météorologiques extrêmes qui placent des millions d'Africains en situation vulnérable face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le changement climatique va réduire les revenus des 40% les plus pauvres de plus de 8% d'ici à 2030. Cela limite encore davantage notre capacité à répondre aux chocs et à nous adapter. Il faut également se rappeler que la pandémie de Covid-19 a perturbé l'activité économique dans des secteurs comme le tourisme, les transferts de fonds, les exports de matières premières et les chaînes de valeur. Hélas, la pandémie a inversé plus de 2 décennies de gains acquis de haute lutte en matière de réduction de la pauvreté. La pandémie a créé 55 millions de pauvres, nouveaux pauvres en Afrique, et poussé 39 millions de personnes dans la pauvreté extrême. En outre, entre 30 et 45 millions d'emplois formels risquent de voir leur salaire et leur temps de travail réduits. C'est en partie lié au confinement auquel nous avons assisté. Malheureusement, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire s'est accru sur le continent. Près d'un Africain sur 5 a faim tous les jours, ce qui correspond à 282 millions de personnes en 2020, un chiffre qui continue d'augmenter. Actuellement, l'Afrique n'est pas en piste pour atteindre l'ODD numéro 2, éradiquer la faim et faire en sorte que tout le monde ait accès à des aliments sûrs, bons pour la santé et nutritifs pendant toute l'année. Et de nombreuses personnes qui sont à peine au-dessus du seuil de pauvreté risquent de retomber dans la pauvreté à cause de la pandémie. Toute fluctuation de la consommation, si infime soit-elle, peut placer des dizaines de millions de personnes en Afrique en situation de pauvreté. La pandémie a exacerbé les déficits budgétaires et créé une explosion de la dette
parce que les pays africains devaient dépenser plus pour protéger les personnes les plus vulnérables. Plus alarmant encore, le continent assiste à une contraction des ressources internes et externes, alors que dans les pays développés et en développement, la croissance économique devrait ralentir en 2023. Concernant le côté financier, les dépenses annuelles en Afrique liées aux ODD devraient augmenter de 154 milliards de dollars des États-Unis annuellement en raison de la pandémie, et cette augmentation sera de 285 milliards de dollars des États-Unis au cours des 5 prochaines années, simplement pour assurer une réponse adéquate à la COVID-19. Et en même temps, l'augmentation des coûts du financement a des implications considérables pour la capacité de l'Afrique à répondre à ses besoins de développement durable dans des domaines critiques tels que les infrastructures. Des infrastructures qui nécessitent entre 130 et 170 milliards de dollars des États-Unis annuellement. Pour la santé, c'est environ 66 milliards. Pour l'éducation, le déficit de financement est estimé à quelques 39 milliards par an. Pour l'atténuation et l'adaptation du changement climatique, on parle de plus de 3 000 milliards d'investissements d'ici à 2030 pour financer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Et ça, cela équivaut à 300 milliards par an. En outre, il y a les conséquences du conflit Russie-Ukraine, qui exacerbe la crise de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays africains et expose les faiblesses sous-jacentes des systèmes alimentaires. Il faut absolument renforcer la résilience dans un contexte où les prix du carburant augmentent, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, notamment pour les céréales et les engrais essentiels. Et cette crise a également eu des conséquences pour l'accès au marché. C'est une perturbation des systèmes alimentaires et ça crée des déséquilibres des balances des paiements. Nous avons assisté à une augmentation de 66% des coûts de l'engrais en un an. Et le marché des engrais est perturbé, ce qui entraîne encore une augmentation supplémentaire des prix des denrées alimentaires à moyen terme. En outre, cela devrait avoir un effet sur les rendements qui seront réduits de jusqu'à 50% selon certaines estimations. L'économie africaine devrait perdre l'équivalent de 3 à 16% de son PIB annuellement en raison de la malnutrition. Tout investissement dans la nutrition est censé sur le plan économique et chaque dollar investi dans la réduction de la sous-nutrition chronique ou des enfants propose un retour de 16 dollars. Il faut assurer une transition juste et un accès à une énergie durable pour tous. Et la crise ukrainienne ne facilite pas les choses, étant donné que le coût du gaz naturel a augmenté de 50% en un an pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2008. Le secteur de l'agriculture reste sous-financé et la situation s'empire en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Chers collègues, les défis sont sérieux, mais des solutions sont à notre disposition pour changer les choses et faire en sorte que le système alimentaire soit sûr et pérenne en Afrique. En conclusion, j'appelle les gouvernements africains à créer des environnements favorables pour que le système alimentaire puisse prospérer. Cela passe par une augmentation des investissements dans les biens publics en matière d'agriculture, par l'intégration régionale, par les appuis aux petits producteurs afin qu'ils bénéficient du numérique et par l'élaboration d'instruments financiers novateurs. En outre, l'inclusion financière partout dans le monde est indispensable pour l'avenir de l'Afrique. Les partenaires internationaux doivent améliorer l'accès du continent au financement. Cela passe par une recapitalisation
Et il faut réformer l'architecture financière mondiale pour qu'elle soit plus agile et plus réactive aux besoins des pays à faible ou à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Enfin, l'Afrique doit s'appuyer sur l'intégration régionale et sur les moyens adaptés pour mettre à disposition des financements en faveur de l'adaptation au changement climatique. Cela permettrait de transformer l'agriculture en Afrique, d'augmenter la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté extrême en alimentant la prospérité partagée dans la région. Merci beaucoup et j'attends avec impatience nos discussions. Merci beaucoup, Dr Mansi, du leadership dont vous avez fait preuve. Merci également à la CEA, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine. Et nous allons, dans un instant, entendre Madame Nardos Bekele-Thomas, PDG de l'Aouda NEPAD. Et nous attendons avec impatience d'entendre la perspective de votre organisation. Merci, Madame, et bienvenue. Chère sœur, Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe de l'ONU, Madame Cristina Duarte, sous-secrétaire générale et conseillère spéciale pour l'Afrique, Madame Vera Songwe, sous-secrétaire générale et secrétaire exécutive de la CEA. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de participer à l'édition 2022 de la série de dialogues sur l'Afrique. En effet, ces dialogues ont été une plateforme pertinente pour l'incubation et l'échange de connaissances, conformément au thème principal de la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, renforcer la résilience en matière de nutrition et la sécurité alimentaire sur le continent africain. Le webinaire international sur le développement du capital humain, le climat, l'énergie et les systèmes alimentaires est parfaitement conçu pour me permettre de partager brièvement avec vous mes réflexions quant aux besoins d'un programme consolidé pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, un programme bien doté en ressources pour répondre aux défis de l'Afrique en matière d'alimentation. Mesdames et messieurs, l'Afrique ne s'est pas encore pleinement remise des répercussions socio-économiques de la pandémie de Covid-19 qui n'est pas terminée, du conflit russo-ukrainien. Et ces deux facteurs ont non seulement provoqué un ralentissement de l'économie au niveau international, mais en plus c'est particulièrement le cas sur le continent africain. Depuis le début du conflit, les prix du blé, des tournesols et du pétrole brut dans le monde ont explosé pour atteindre des niveaux inédits. Et si cette tendance se poursuit, l'Afrique rechutera dans la pauvreté, ce qui effacera certains des gains enregistrés par le continent, en vue de renforcer nos économies et de créer des institutions fortes qui défendent les principes démocratiques. L'augmentation de la portée et de l'intensité de la faim et de la malnutrition en Afrique, particulièrement chez les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, c'est quelque chose que nous connaissons. Et en même temps, les gouvernements africains ont connu de nombreuses réussites dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Toutefois, le caractère impératif et urgent d'un changement qui permettra l'éradication complète de la faim d'ici à 2025 ne peut être souligné de manière excessive. C'est une véritable évidence. La crise alimentaire qui se profile en Afrique ne va qu'amplifier le sentiment d'urgence à l'idée que des choix politiques et d'investissement doivent être faits qui permettent d'augmenter l'accès à une alimentation nutritive et de remédier aux faiblesses structurelles, notamment la pauvreté et les inégalités, car cela fait partie des obstacles à l'atteinte de régimes nutritifs pour tous. Il faut une initiative menée par l'UA pour appuyer la riposte des États membres à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Le sommet sur les systèmes alimentaires a certes créé un élan, mais l'Aouda NEPAD met l'accent sur les choix politiques et d'investissement qui transformeront les capacités locales et créeront des systèmes alimentaires résilients et inclusifs. Ces choix doivent être faits et ils requièrent un programme consolidé en matière de sécurité alimentaire et de nutrition en Afrique. À ce titre, le programme
de Lauda-NEPAD est un outil programmatique continental qui permet de créer les conditions favorables à ce que nous puissions remédier à nos défis en matière d'alimentation et de nutrition. Nous invitons le système de l'ONU, en particulier les agences ayant leur siège à Rome, à soutenir ce programme. Ce programme, il est conçu pour permettre une appropriation locale systémique et une responsabilité locale par les collectivités. Toutes les initiatives, y compris les collaborations bilatérales et multilatérales pour la construction de systèmes alimentaires résilients et inclusifs, doivent donc être intégrées avec les structures nationales existantes et les plans également. Et cela commence par les plans nationaux de développement des gouvernements africains. Au niveau régional et continental, le CAADP, déclaration de Malabo, le programme 2063 et d'autres plans sectoriels comme le plan changement climatique, santé et éducation doivent être les cadres dans lesquels la sécurité et la nutrition sont traitées. Le programme assurera également l'existence d'un mécanisme pour mobiliser et donner des moyens pour la participation des communautés dans les chaînes de valeur agricoles. Les acteurs en première ligne qui sont sur le terrain nécessiteront des soutiens et des formations à la technologie. Ils doivent être en mesure d'accéder au capital d'investissement et il faut écouter leurs contributions en matière de normes, d'emballage et de marketing. En tant que nouvelle PDG de Lauda-NEPAD, cette année, je voudrais me concentrer sur l'opérationnalisation complète du fonds de développement tel que défini par le 35e sommet de l'Union africaine. Cet instrument de financement phare permettra d'élargir notre mobilisation des ressources et nos mécanismes de financement novateurs en développant et en gérant des modèles de financement flexibles en vue d'augmenter les ressources de développement durable de l'Afrique pour les priorités les plus urgentes. C'est l'occasion d'utiliser ce fonds en tant qu'outil alternatif de mobilisation des ressources afin de mobiliser des fonds et de remédier ainsi aux crises de l'alimentation et de la nutrition que l'Afrique traverse. Je voudrais également souligner l'importance des jeunes pour parvenir aux objectifs du programme 2063. Le programme de Lauda-NEPAD pour les jeunes praticiens permettra de mobiliser les jeunes sur notre continent au bénéfice du développement du secteur privé et des programmes en la matière. Nous pourrons faire en sorte que le dynamisme et les connaissances techniques des jeunes soient mis au service pour créer une stratégie d'engagement avec le secteur privé et avec d'autres programmes de notre organisation. Point out one issue. Distingués mesdames et messieurs, en guise de conclusion, j'aimerais mettre en évidence un élément qui est très important pour appuyer les initiatives de développement économique. C'est la question de la coordination. Lorsque les efforts sont fragmentés, même de très bons programmes ne parviennent pas à réaliser les objectifs et tout simplement deviennent non pérennisables. Donc, au fur et à mesure qu'on continue à délibérer, au cours de ces euh, discussions, les intervenants devraient se pencher sur une approche qui met en évidence le système de manière à dégager des solutions qui permettent le développement du capital humain, mais aussi le développement en ce qui concerne le climat, l'énergie et les systèmes alimentaires, mais le faire de manière coordonnée et dégager des solutions qui aident à établir des liens et aussi les interdépendances de manière très coordonnée.
En effet, il s'agit ici d'une conjoncture sans précédent pour le continent. Et j'espère que les résultats thématiques et les conclusions thématiques émanant de la série de dialogues sur l'Afrique permettront à nos institutions de refocaliser. Well, thank you, Ms. Nados Bekele Thomas, CEO of AUDA NEPAD. We welcome your leadership as you begin at AUDA NEPAD, and above all, look forward to some of those initiatives that you've highlighted, particularly those targeted at the youth. At this point, I would like to just highlight some of what we've had, even as I move to the panel that we have this morning, a very distinguished panel of different perspectives from areas and stakeholder groups that we've had, whether we are talking private sector and other institutions who will be making contributions this morning. So we've had it's a high cost. It's a high cost to do nothing. The cost of hunger and malnutrition, the cost that pertains to our high import bill, the lost opportunities to develop the food and agricultural systems and harness the linkages that energy and addressing climate change brings to create jobs and to innovate. This is a cost that we need to address in the context of looking for solutions. And we've had from our distinguished speakers the importance of building resilience in the agricultural systems and looking again at those that nexus, bringing in energy, water, food, and addressing climate change and using climate change as a driver actually to increase agricultural production. The issue of enabling the environment for involvement and for private sector to increase financing, digitization, and innovations have been highlighted. So is the importance of looking at it in a coordinated and integrated, consolidated manner. Not to forget, of course, that building capacities, our human capital development is at the core of all of this. So I'm going to be welcoming the panel that is going to be bringing some different perspectives. But before I do that, I also want to welcome everyone to post questions in the chat. I have very able persons who are going to be looking at the chat to highlight these questions. At this point, you will not be able to speak, but your questions will be there loud and clear in our chat. Again, let me remind you the bios of our speakers and panelists are posted in the chat and also on the website, should you wish to refer to them so that we do not waste time as we introduce the speakers. Again, thank you very much to our distinguished speakers. We will now be moving to the panel. In this regard, I would begin where we ended with our colleague, my brother, Mr. Martin Bwalia from AUDA NEPAD, who is the acting director of the Knowledge Management Program Evaluation and Centers of Excellence at the AUDA NEPAD. And Martin, if you would kindly put on your camera, we know that it is not new, the issue of human capital development, climate, food, energy nexus. These we know to be ingredients in Africa's development in transforming our food systems. But the question really is why now? And what is compelling? What are the priorities that are so compelling to our wide stakeholder group that we should be bringing it up at this time, and touch a little bit on some of the key priorities and maybe what you're doing at NEPAD in this regard. Mr. Bwalia, please. Thank you so much, and good morning, good afternoon. I hope you can hear me well. Loud and clear, we can hear you. Thank you. Yeah, let me start by saying, as you mentioned, that yes, these are not new issues in Africa's development conversations. And in fact, when you speak to people in the grassroots, on the streets, in the general public, they even wonder many times, what are you talking about? Because this is what you've been talking about ever, kind of. But we need to come back to these issues in Africa, because as also we just heard from our principals,
the distinguished guest, these issues remain illusions, dreams, and even a source of frustrations for still significant portion of our continent. And therefore, we can't just ignore them. And in fact, we need to come back to them, but of course, not just as a discussion. La qualité du son ne permet pas d'interpréter. L'interprétation reprendra dès que la qualité du son le permettra. Coming back to these issues, just to acknowledge the important, but this is coming back to these issues saying we need to action, we need implementation, and we actually need implementation that delivers results and impact. And this, in fact, like I said, is when the general populations begin to feel the difference, then we know that we're doing something and we have to do something with them. I'll come back to that point. But we do know that we have, for instance, as mentioned, we have the SDG, we have Agenda 23, we have the CAADP Malabo, and more recently the UN Food Systems Summit Outcomes. We have the MDCs on climate, and there are several others. So actually during the UN Food Systems, the member states made it clear that just another list will not make a difference. And this is why the dialogue, especially in Africa, gravitated more towards how do we make happen what we know needs to be done? Or indeed, what is it, why is it what we know is important, is a priority, is not happening at scale, at speed, as desired by everybody. And that's what we say all the time we get into these sessions. This is why, as we talk today, and you heard also. C'est pour cela que, comme on l'a entendu de la part de ma directrice, mesdames et messieurs, les interprètes s'excusent à cause de la qualité du son. Les interprètes ne pourront pas continuer la prestation. Nous reprendrons aussitôt que le du son de le permettre. Then drive results at scale and in a very sustainable way that is impacting on our people's lives. We do know that COVID-19, the peace and security conflicts that we're experiencing now, and various other disruptions, including, for instance, desert locusts in the Horn of Africa, these are not the sources of the problem. They have come to underline, in fact, the agency and the imperativeness of action to resolve very fundamental issues that are actually related to human well-being, related to, if you come into Human Development Index, actually for Africa is very basic things. Is access to water, access to energy, education, health, shelter. And these are things that when you talk about, and I'm going to conclude in a moment, when you talk about food systems, and again, why we have gone to talk about systems approaches is because underlining that sector solutions have not worked. And our distinguished guest made it very clear that we need integrated, we need coordinated, is because in Africa we have 5-6 decades of sector solutions. And it's very clear they have not worked. It's not just agriculture. Actually, we have seen in the COVID, the impact on food systems, on food security is impacting on education, on healthcare, on energy, and the other way around. So how do we get to those solutions that will enable us to deliver at scale, systemically, and also building capabilities at all levels? And my last point here is that, and I'll come back to it, is that one thing we have recognized as a critical factor in sustainable, comprehensive solutions is the participation of the population. They are not just beneficiaries waiting for solutions from us. They are actually integral part of the solution. And if we can learn in our interventions to actually bring in the populations as part of the solution, then we're going to find that some of the things we are grappling with may have actually homegrown solutions out there. Because in the front line, in fact, there are no sectors. They are only the solutions, and they are very integrated
inherently, and this is what we need to do in terms of bringing up that. And this front line is public sector, is private sector, is civil society, is actually very many of those people that would understand when you talk about food insecurity. They are living with it. Let me stop here. Thank you. Thank you. Merci Martine de ces perspectives et de nous avoir rappelé et d'impliquer nos États membres et aussi de faire de sorte qu'on prête l'oreille à nos États membres et de nous inspirer, de nous appuyer sur ce qu'ils sont en train de faire, de tenir cela en considération dans nos délibérations, étant donné qu'on a une position commune en ce qui concerne les systèmes alimentaires. Merci beaucoup. Je viendrai vers vous avec quelques questions supplémentaires. Je vais maintenant passer la parole à une représentante d'un de nos États membres, Madame Julie Chilombo, qui est la coordinatrice adjointe affectée au niveau de la présidence de la République démocratique du Congo. Madame Chilombo, pourriez-vous nous faire part de la perspective de la RDC en ce qui concerne de la mise en œuvre de la position commune africaine en ce qui concerne les systèmes alimentaires? Il y a des progrès réalisés à ce niveau-là, mais quelles sont les réalisations et quels sont les défis, surtout en ce qui concerne le développement du capital humain et les liens qui existent avec l'énergie, les infrastructures, en ce qui concerne les systèmes alimentaires? Madame Chilombo, merci. Permettez-moi de continuer en français. Merci pour la parole. Voilà. Comme on l'a mentionné, la santé et l'éducation sont deux indicateurs fondamentaux de développement du capital humain. Ce sont des moteurs de la résilience des populations. Ils conditionnent la productivité au travail et donc le développement économique inclusif et durable d'une communauté et d'une nation. En RDC, avec un taux de pauvreté élevé et généralisé, nous avons 27% de la population en situation d'insécurité alimentaire aiguë, dont plus de 5 millions d'enfants. Et avec un accès précaire aux infrastructures sociales de base, comme Martin l'a souligné, l'eau potable, l'électricité, le logement, les soins de santé et éducation, l'indice de développement du capital humain est très faible. Alors, avec la précarité des infrastructures de base et la grande population qui est de surcroît galopante et très concentrée dans la capitale, la production alimentaire est insuffisante. Elle est peu variée, elle est très peu développée en termes de chaîne de valeur, très peu transformée et difficile d'accès. Et la RDC se retrouve grandement dépendante des importations. On importe pour environ 1,5 milliard de dollars par an. Ces importations sont composées essentiellement de produits céréaliers, de produits surgelés ou en conserve de faible qualité, et pas nécessairement à la portée du pouvoir d'achat des populations, ni physiquement accessible par tous, ni partout. Et tout ceci pose un problème nutritionnel. Les systèmes alimentaires en RDC sont principalement de subsistance. Du point de vue énergétique, malgré le haut potentiel, le pays a une infrastructure énergétique très peu développée. Le taux de desserte en électricité est de moins de 15%, voire 10%, et est concentré dans les grandes villes. La déficience en énergie pose un sérieux challenge pour la production, le développement des chaînes de valeur, la conservation et la préparation des aliments. Du point de vue du climat, l'agriculture est impactée par les effets du changement climatique en même temps qu'elle y contribue. La production agricole et alimentaire subit les effets négatifs des perturbations climatiques, des vents violents, des perturbations des saisons, des inondations, des sécheresses. Mais par ailleurs, faute de technologie et d'infrastructures adéquates, on assiste à une surexploitation des terres, des ressources de la pêche et de l'élevage, la déforestation pour la production de combustibles et autres pratiques qui sont très néfastes à l'écosystème. Toutefois, pour renforcer la résilience et promouvoir le développement de son capital humain, le gouvernement de la RDC est très déterminé à concilier ses engagements dans la lutte contre les changements climatiques avec l'impératif du développement durable et la lutte contre la pauvreté au profit des populations, particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones. Donc, il s'agit donc
de sortir progressivement le pays d'un système agricole archaïque et promouvoir l'agroforesterie dans les zones savanicoles. Il s'agit de promouvoir une production d'énergie durable et de meilleures pratiques agricoles, aussi de valoriser le mix énergétique renouvelable, dont l'hydroélectricité et le solaire photovoltaïque, ainsi que l'exploitation durable de nos réserves en métaux stratégiques verts, essentiels à la décarbonation du secteur de transport et au développement des technologies sobres en carbone. Il s'agit enfin de valoriser et encadrer les ménages agricoles. Alors, plus concrètement, et là encore, je reviens sur ce que Martin aussi a suggéré, à très court terme, le gouvernement vient de lancer et est en pleine mise en œuvre d'un programme d'urgence de développement local, communautaire, à travers les 145 territoires que couvre la RDC. C'est un programme sur 2 ans qui vise vraiment l'inclusivité des populations locales et qui consiste à fournir des forages d'eau, des micro- ou mini-centrales électriques, de réhabiliter et construire les voies de desserte agricole pour créer une dynamique de marché interne et aussi encadrer les ménages agricoles et les petits exploitants qui sont en fait la majorité de la population congolaise. À travers la science et la technologie, le gouvernement s'est engagé à produire des semences améliorées et offrir aux ménages ruraux et petits exploitants de la formation et des outils de production pour accroître la production, la productivité, mais aussi la qualité des aliments produits localement. Le gouvernement s'est doté d'un programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle en agriculture qui vise aussi à améliorer la résilience face aux chocs et aux crises. Alors, pour terminer, la RDC s'est déterminée à recourir aux ressources comme le Fonds vert pour le climat et autres facilités qui relèvent des accords de différentes COP et de présenter le Congo comme un pays solution, car la RDC est après tout le premier poumon de la planète et du point de vue agricole et énergétique, la RDC a suffisamment de ressources et de potentiel pour desservir non seulement l'Afrique, mais pourquoi pas le monde entier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame Chilombo, de ces perspectives très importantes de la part d'un État membre. Merci d'avoir mis en évidence certains des programmes qui sont en train d'être mis en œuvre par la République démocratique du Congo pour aborder les défis que vous avez mentionnés. J'aimerais également vous féliciter pour l'élaboration d'une nouvelle politique foncière qui permettra de mettre à meilleure contribution les ressources telles que les ressources foncières pour aborder le changement climatique. Je vous remercie infiniment. Nous allons à présent passer la parole à notre prochain intervenant et ça c'est un intervenant qui nous présentera la perspective du secteur privé, Monsieur Nana Osei Bonsou, qui est le directeur général de la Fédération des entreprises privées du Ghana. Et si vous me permettez, Monsieur Osei Bonsou, j'aimerais que nous puissions nous apaisantir sur les outils les plus importants dans les mesures visant à aborder l'impact du changement climatique sur l'agriculture, ainsi que les défis qu'on a avec la production alimentaire en Afrique, et surtout lorsqu'on tient en considération l'importance de réduire les pertes et le gaspillage après récolte. Et j'aimerais que vous puissiez aborder cela surtout du point de vue de la perte privée. Merci beaucoup, Monsieur Osei Bonsou. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Joanne. Excellence, Mesdames et Messieurs. La personne qui a conçu, est-ce que vous entendez? J'aimerais signaler que nous avons les services d'interprétation au cas où vous voulez suivre les interprètes. Est-ce que les interprètes m'entendent? Demande Monsieur Osei Bonsou. Oui.
Ce que je dis, c'est que la personne qui a conçu cet ordre du jour et qui a conçu la séquence de cette thématique, développement du capital humain, le climat, l'énergie et les systèmes alimentaires, aurait peut-être mieux fait que ceci. Parce que quand on ne comprend pas les systèmes, quand on ne comprend pas ce qui se fait dans le contexte, on ne peut pas proposer des solutions. Et comme vous avez indiqué, il y a beaucoup de problèmes dans le secteur de l'agriculture africaine. Certains de ces problèmes sont causés par nous-mêmes, d'autres proviennent d'ailleurs. Et on ne peut pas attendre que d'autres viennent offrir des solutions dans lesquelles les opérateurs économiques devraient investir. Et je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est de trouver des solutions à toute une pléthore de difficultés et de défis, tout en ayant les compétences nécessaires pour analyser et prendre les bonnes décisions qui permettent d'investir. Sans investir, l'opérateur économique est au chômage. Mais les investissements nécessitent des bénéfices et ça nécessite des bénéfices garantis. En Afrique, il n'y a pas de garantie pour les bénéfices, il n'y a pas de mécanisme pour nous appuyer. Mais 1000 milliards de valeur dans l'agriculture d'ici 2030 nécessite l'investissement en Afrique. Nous avons le marché, nous avons la population, nous avons une jeunesse qui peut prendre la relève pour l'avenir. Donc, il faudrait que nous puissions, dans nos dialogues et dans nos échanges, trouver des voies et moyens par lesquels nous pourrions développer l'agriculture. Nous avons un climat et un continent où nous avons une bonne pluviométrie mais nous ne tenons pas cela en considération quand il s'agit de la redevabilité. Donc il faudrait que nous fassions cela. Les ressources minières. Alors quand on parle du fait de ne pas avoir les ressources et de la nécessité de financer notre agriculture et aussi de faire la transformation et la valorisation, nous sommes nos propres pires ennemis. Il faudrait que nous puissions prendre les mesures qui nous permettront d'investir dans l'agriculture africaine. Madame la modératrice, vous avez parlé de certaines dimensions. La plupart de ces dimensions la plupart de la production alimentaire est gaspillée à cause des pertes post-récolte. Le coût de l'énergie est très élevé et certains payent 47 centimes par kilowattheure. Et ça, c'est un grand défi. Donc, nous ratons une opportunité d'investir dans notre propre région à cause d'un manque d'intermédiation financière. Mais nous pouvons créer cela. Les autres régions l'ont fait. Pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Les autres ont mis à contribution leurs propres ressources pour le faire. Et donc, nous avons les ressources minières, mais les autres ressources qu'on peut mettre à contribution. Toutefois, l'impact du climat sur l'agriculture ne peut pas être ignoré. Nous savons que la plupart des populations doivent utiliser le charbon et aussi s'impliquer dans d'autres pratiques qui dégradent notre environnement. Le petit exploitant agricole, quel que soit ce qu'il fait, il n'a pas beaucoup de choix. Alors il faudrait que nous puissions transformer cette conversation en nous concentrant sur ce qu'on peut faire. Il faut avoir la discrimination positive, 3 lettres. Avoir ou encourager la discrimination positive. On peut encourager le secteur privé d'aller vers une certaine direction, mais il faut les appuyer. Il faut qu'on ait une discrimination positive en adoptant les normes et les opérateurs économiques vont promettre un certain retour sur investissement si les conditions sont réunies. Et les acteurs sont là, ils nous attendent. Toutefois, on continue à parler, il n'y a pas d'action. Et les réponses sont là. Il faudrait qu'on
n'informent les uns les autres. Donc, la prochaine série ne devrait pas être une série de dialogue, mais une série sur l'action. Et aussi, il faudrait que plus tard, nous puissions nous pencher sur ce qu'on aura pu réaliser. Donc, Madame la modératrice, en tant que représentant du secteur privé, je dirais que la résilience dans le secteur privé viendra de nous. Et le fait de pourvoir les ressources et les mécanismes en utilisant nos propres ressources que nous avons d'ailleurs pour pouvoir créer la conjoncture nécessaire pour que le secteur privé investisse sur le continent. Et nous n'aurons pas cela si nous ne nous attaquons pas à la problématique, l'impact du changement climatique. Ceci réduit nos rendements. Est-ce que c'est par notre faute? Non, pas du tout. Nous avons des avions qui traversent le ciel. Ce n'est pas de notre faute. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire un calcul de l'équivalent de l'impact de cette pollution sur notre agriculture et tenir cela en considération? Madame la modératrice, mon conseil est qu'il faut qu'on passe à l'action parce que c'est ce que veut le secteur privé. Merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à cette séance. Merci beaucoup d'avoir apporté votre passion et de nous avoir aidé à trouver des solutions de la part du secteur privé. Et je vous remercie infiniment de votre intervention. Nous allons nous pencher sur certaines de ces perspectives à partir des différents participants par rapport à vos propositions. À présent, nous allons suivre une intervention qui se penchera sur la manière dont on pourrait être inclusif dans les interventions que nous mettons en œuvre de la part de Madame Veda Simpson, fondatrice et directrice générale de QDU Inc. Aidez-nous ici à voir comment on pourrait habiliter et autonomiser les femmes dans le secteur de la transformation agroalimentaire au fur et à mesure qu'on développe nos chaînes de valeur agroalimentaires. Les femmes sont très importantes à cet égard. C'est elles qui sont au fondement même de notre production alimentaire. Comment est-ce qu'on peut être à leur service? Madame Simpson, vous avez la parole. Mrs. Veda Simpson. Madame Veda Simpson, oui, nous vous entendons à présent. Nous vous entendons à présent. Très bien. Merci beaucoup. C'est en effet avec grand plaisir que j'ai accepté de participer à cette série de dialogues sur l'Afrique en 2022. Les interprètes s'excusent, nous n'entendons pas l'intervenante à cause d'un problème technique. Nous reprendrons aussitôt que la qualité du son sera rétablie. Merci. Address nutritional needs on the continent. My name is Veda. I'm your CEO of QuidiU Incorporated, and we're an agro-processor based out of Liberia. SMA, but an agro-processor. We're focused on production of juices, specifically ginger beer. Non-alcoholic ginger beer is a traditional drink in Liberia, and also cashews. We pivoted drinks versus the cashews because there were serious challenges, market forces in terms of cashew production, and I will address that. We're also working very closely with another woman-owned business, Jola House. We join forces because we see there's synergy there, empowering women in business to drive Liberia's economy and to address nutrition. And this is an example that I would like to speak to for the that I have. Can you hear me? Keep hearing disturbances in the background. Can you hear me okay? Hello? Can you hear me okay? Hello? Yes, okay. Please continue. I'd like to just go ahead and discuss what we can do in bringing... Hello? Up a little bit. I'm going to turn off your. I think we should like turn off your video. Discuss how we can go about really addressing.
addressing La qualité du son ne permet toujours pas d'interpréter. Les services d'interprétation reprendront dès que possible. Into the agro-processing sector. The biggest challenge, in my view, working in that sector is having baseline data and gathering baseline data, that is working with local sources, domestic experts in order to gather the information needed for us to be able to target those areas. Okay, so some of the experiences we've had in terms of interventions is bringing in interventions from overseas and areas not. My apologies, but the feedback is really incredible on my line, and I'm having some technical difficulties in being able to move forward. Can you hear me? Okay. We can hear you. You might want to try turning off your video to see if we can improve the reception. Recording stopped. So some of the challenges. So what we see as one of the ways recording has stopped. What we see is recording in with progress. Women in academia in particular. This meeting is being recorded. Proceed. We stopped your video here. Please proceed, Vito. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you much better now. Can you hear me okay now? We want your video though. Thank you. I'm going to stop your video. Just keep talking. Thank you. So what we need to do to work with women in these interventions. La qualité du son ne permet toujours pas d'interpréter. Les services d'interprétation reprendront dès que possible. Not traditional, because typically in Africa we see that researchers and a lot of the baseline data come from overseas, or we have individuals who are working in other African countries. And yes, it is on the continent, but in order to address issues in certain countries, each country needs to have its own specific intervention. And so from prior experience, I believe that this would be an excellent approach. Working with women's studies programs, working with departments of agriculture within specific countries, respective countries. So if you're doing an intervention in Liberia, for example, you would want to work with the universities, the community colleges, those local domestic systems that are in country in order to implement. This is crucial and this is key. And I think this is something that we miss throughout the continent. And this is challenge in terms of interventions internationally. Okay. Another way of moving forward in terms of interventions and bringing. Autre intervention que nous avons envisagée pour impliquer les femmes, ce sont les coopératives et les femmes qui travaillent sur les exploitations agricoles et non en ville. Il faut fournir une aide technique et des formations qui aient du sens et qui soient disponibles selon leurs horaires et leurs contraintes. On a eu un programme dans le centre du Libéria où on a travaillé avec des femmes exploitantes agricoles et en fin de journée, on leur donnait des cours sur différents aspects de l'exploitation de leur propre entreprise. Et c'est comme ça que l'on fait preuve d'intention et de précision dans nos interventions. Je sais qu'il est question ici de thèmes généraux, de assez haut niveau, mais parfois il faut vraiment aller voir le niveau micro sur le terrain pour éviter de louper des détails qui pourraient être très importants en vue d'avancer. Voilà certaines des façons que nous pouvons envisager pour impliquer les femmes. Et ce n'est pas juste les universitaires, les intellectuels, il s'agit vraiment de travailler avec les femmes qui se trouvent en milieu rural
Autre défi que nous rencontrons, connecter les femmes rurales et les femmes en ville, et surtout les femmes rurales avec celles qui exploitent des petites entreprises, comme c'est mon cas. Puisque parfois on fonctionne en silo, et au lieu de collaborer, on agit tout seul. On parle ici d'intégrer les systèmes, et moi je parle du niveau micro, de faire en sorte que des programmes permettent aux femmes urbaines de travailler avec des femmes rurales. Dans mon cas, il y a pour les boissons au gingembre et à l'ananas, il y a des femmes qui travaillent en milieu rural et d'autres qui peuvent travailler en ville pour l'emballage, l'exportation, etc. Et il faut nous donner aux unes et aux autres les moyens de nos ambitions et la possibilité d'élargir notre production afin de pouvoir nous nourrir nous-mêmes. Moi, ça m'a particulièrement frappé quand j'ai entendu les défis en RDC et l'importance des importations alimentaire en RDC, qui est l'un des pays les plus riches au monde. C'est choquant, mais ce sont les mêmes défis en Afrique occidentale et spécifiquement au Libéria. Il pleut 6 mois par an. Alors pourquoi est-ce qu'on importe du jus d'orange? Pourquoi est-ce qu'on importe du jus d'ananas? Pour moi, c'est inexplicable. Des ressources, on en a, et il faut simplement regarder vers l'intérieur et s'approvisionner correctement. Je vous parlais de la noix de cajou. Eh bien justement, il y a beaucoup d'organisations partout dans le monde qui s'approvisionnent en noix de cajou, en amandes, et qui les livrent vers l'Occident. Mais ce que ça fait, c'est que les cultivateurs locaux en Afrique occidentale n'en reçoivent que la portion congrue. Je sais qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a tenté d'accélérer sur l'industrie de la transformation de la noix de cajou et d'autres noix. Mais les grandes entreprises ont réussi à mettre du plomb dans l'aile à ces efforts en venant sur place et en ouvrant leurs propres usines. Donc oui, ce sont des produits qui sont cultivés et transformés en Côte d'Ivoire, mais ce sont des grands pays asiatiques, des grandes entreprises asiatiques qui en recueillent les bénéfices. Alors désolé d'avoir dépassé mon temps et désolé pour la difficulté technique, mais voilà, les femmes représentent plus de 50% de la population dans certains pays africains, au minimum 50%, et donc il faut donner à l'autre moitié du pays, les femmes, les moyens dont elle a besoin pour avancer. Il faut donner aux femmes les moyens de leurs ambitions pour qu'elles puissent travailler avec les hommes et faire de l'Afrique la véritable usine que nous pouvons devenir. Merci. Merci beaucoup, Madame Simpson, et nos excuses également. Nous sommes très heureux de ne pas vous avoir perdu dans l'intégralité, et nous nous félicitons d'entendre ce que vous nous avez dit. Et effectivement, il faut parler du rôle de nos centres d'excellence pour la production de données nécessaires en vue de guider des interventions fondées sur des éléments probants, qu'il s'agisse de politique, de renforcement des capacités, d'autonomisation des femmes, de production, de transformation, de marketing, de vente. Donc, merci de ces superbes interventions. Et nous continuons à suivre notre chat et les questions qui s'y présentent. Nous passons ensuite à Monsieur Andrea Renzulli, chargé de programme de la fondation Res for Africa. Il va nous aider à examiner la façon dont l'accès à une électricité durable pour la résistance et le dynamisme de nos chaînes alimentaires. Nous vous écoutons, monsieur. Et donc, comment est-ce que les systèmes agroalimentaires bénéficieraient des différents éléments de l'innovation? Monsieur Renzulli. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien.
Merci d'avoir invité Rest for Africa à ce webinaire très important. Et avant de répondre à la question, je voudrais commencer par présenter la Fondation Rest for Africa, fondation fondée en 2012 par des acteurs industriels dans la chaîne de valeur énergétique. Notre fondation célèbre son 10e anniversaire et sa mission est de faciliter la création d'un environnement favorable à la reproduction à échelle des investissements dans les technologies favorables aux énergies propres. Pour répondre à votre question, donc comment est-ce que l'élargissement de l'accès à une électricité durable peut-elle avoir un impact de transformation sur le système alimentaire africain et contribuer à l'accès à l'alimentation? Alors, on sait que l'accès à l'électricité a un effet de transformation sur le développement et l'énergie est un facteur favorable à des cycles vertueux de développement socio-économique. L'accès universel à une électricité abordable, fiable et durable est crucial pour l'avenir de l'Afrique, comme le reconnaît l'ODD 7, parce que l'électrification joue un rôle direct dans le maintien du bien-être des collectivités, et en plus, l'électrification augmente la valeur ajoutée des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services, et ça permet également d'augmenter la production économique. En plus, l'électricité est la source d'énergie la plus faible en émissions, grâce à l'émergence de nouvelles technologies qui, dans certains pays, dans certaines régions, sont également les plus abordables de leur génération. Alors, comment travailler ensemble pour trouver de nouveaux modèles économiques et de nouvelles stratégies qui soutiennent le développement des technologies renouvelables et, par ce biais-là, contribuer au développement socio-économique d'ensemble du continent africain? Au cours des 2 dernières années, Rest for Africa a évalué les avantages des différents modèles économiques pour assurer un meilleur accès en Afrique. Nous nous concentrons principalement sur l'évaluation de la pérennité socio-économique et financière des modèles intégrés, par exemple le lien eau, énergie, alimentation, ou WEF. Nous avons mis en place plusieurs études à ce titre. Et j'invite tous les participants aujourd'hui à consulter notre site web. Alors, le lien WEF, c'est une approche multisectorielle et exhaustive qui permet de donner accès à des services et des ressources essentielles pour le développement humain durable. Et l'accès à une eau propre, à des systèmes énergétiques modernes et non polluants et à l'alimentation, tout cela est au cœur de la lutte contre la pauvreté dans le monde, mais c'est également une dimension clé pour atteindre les ODD. Les analyses de Rest for Africa ont constaté que les projets intégrés ont un impact plus grand sur les collectivités locales que la simple fourniture d'énergie, et cela permet également d'améliorer la performance financière pour les investisseurs. Cette approche intégrée, ce n'est pas une idée récente, comme nous l'avons constaté, c'est déjà en place en Afrique depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. Les ONG, les organismes de développement et d'autres organisations qui sont présents sur le terrain en Afrique le font déjà depuis longtemps et ces approches ont déjà bien montré leurs avantages. Alors, comment est-ce que ces projets peuvent maximiser les effets pour les collectivités locales? Eh bien, le projet WEF, grâce à cette approche intégrée et multisectorielle, va contribuer à l'élargissement de la production agricole, à l'activité économique dans les collectivités locales et donc à des cycles de production agroalimentaire. Par exemple, en fournissant une énergie nécessaire pour venir en appui à l'agricole, au secteur de la volaille, au secteur de la pêche, et ça permet donc de créer une valeur ajoutée économique pour les pays. Puisque l'énergie, c'est la chaîne du froid, c'est le stockage, et on a parlé de l'importance du gaspillage alimentaire dans de nombreux pays en Afrique. Le projet WEF permet de répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique
Nous savons qu'il y a un déficit d'accès à l'énergie actuellement en Afrique. Ça permet de soutenir le développement de nouvelles technologies compétitives qui permettent de faire des bénéficiaires de véritables clients et de faciliter le décollage de nouveaux marchés tout en réduisant les émissions. Le projet WEF peut également améliorer la productivité dans différents secteurs en exerçant un effet sur l'activité économique. Et enfin, cette approche peut améliorer l'efficacité en matière de ressources et opérationnelles en optimisant la consommation primaire de ressources, en minimisant les déchets et en réduisant les importations. Autre élément très important que nous avons appris dans le cadre de ce projet, la construction de projets et de services autour de systèmes productifs permet d'adopter une approche intersectorielle et ça permet de trouver plus facilement des fonds pour la mise en œuvre des projets. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, l'accès à la finance est l'un des défis principaux auxquels sont confrontés les différents acteurs dans la mise en œuvre des projets en Afrique. Et donc, ce que nous observons, c'est que plus les développeurs peuvent prouver l'impact positif de leur modèle économique, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan socio-économique, plus le développeur sera à même d'accéder à la finance dans des conditions justes et compétitives, et cela se manifeste par le bond de la finance du développement que nous avons constaté au cours des dernières années, et en particulier au cours de la pandémie de Covid-19. Donc, Race for Africa est en train de collaborer actuellement avec la GIZ pour soutenir la mise en œuvre du projet Nexus du WEF dans deux régions, dans la région du bassin du Niger, notamment dans la région du MENA, afin de valider l'impact et le potentiel de ce type d'approche sur le terrain et aussi sensibiliser les acteurs nationaux par rapport à cette approche. Pour conclure, ce qu'on a appris dans le contexte de notre travail, mais dans le contexte du dialogue qu'on a établi en collaboration avec les partenaires, mais surtout avec les membres de notre partenariat et qui sont impliqués dans la recherche des opportunités sur le marché africain dans ce domaine. Nous considérons que cette approche Nexus et les autres approches multisectorielles sont à même de transformer les synergies entre les secteurs de manière à améliorer les propositions et ça a le potentiel de réaliser des résultats en Afrique et dans d'autres régions en s'appuyant sur les partenariats entre les acteurs dans le secteur énergétique, mais aussi dans d'autres secteurs et entre les acteurs du secteur privé et du secteur public pour optimiser les coûts et améliorer la viabilité des produits, des projets plutôt, et au final rendre les projets plus viables. Ça nous permettra de réaliser une croissance plus pérenne et j'espère que l'approche Nexus sera inclue dans les programmes des gouvernements pour que ça puisse être développé en plan concret parce que c'est cela qui permettrait de changer la donne et appuyer le développement de l'Afrique, notamment les zones rurales et la fourniture d'un accès
à l'énergie répandue. Merci beaucoup de nous avoir aidé à nous pencher sur cette question de l'accès à l'électricité, à l'énergie et comment ça affecte les systèmes alimentaires. Nous avons un autre intervenant et j'espère que nous aurons assez de temps pour quelques questions. J'aimerais vous inviter à poser vos questions dans la boîte à messagerie. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Richard Attal. Ce qui est très agréable d'être membre de la famille onusienne, c'est le fait d'avoir toute une diversité de voix. D'après vous, quelle est l'implication pour les millions de personnes déplacées, les réfugiés, notamment quand on parle de ces systèmes alimentaires en Afrique? Merci beaucoup, Madame la modératrice, de m'avoir convié à participer à cet échange. Un grand merci à Christina Duarte et son équipe d'avoir organisé cette série de dialogues sur l'Afrique. C'est une opportunité très importante pour l'Afrique. Mais aussi merci d'avoir créé cette possibilité pour accorder la voix à des millions des personnes déplacées et dépossédées qui vivent sur le continent africain. Lorsqu'on scrute l'horizon, on constate que les différentes crises, la sécurité alimentaire, les conflits sont exacerbés par le conflit russo-ukrainien et la situation des personnes vulnérables est devenue d'autant plus pire. Et je vais m'appesantir sur cette question et puis nous allons nous pencher sur certains aspects où on intervient en tant qu'organisation. Tout d'abord, nous faisons face à une série d'éléments qui vont exacerber l'insécurité humaine que ce qu'on avait avant la crise russo-ukrainienne. Ce sont des crises qui exacerbe les problèmes liés à la dignité humaine pour des millions de réfugiés qui sont éloignés de leur zone. Ils font face à l'érosion de leurs moyens de subsistance et c'est quelque chose qui les affaiblit davantage. Et la haut-commissaire a lancé un appel et hier a indiqué que pour la première fois, le nombre de personnes déplacées a dépassé le seuil de 100 millions de personnes. Donc, une personne sur 100 millions de personnes fait face au déplacement forcé et donc, on connaît que l'Afrique est également le plus affectée par cette calamité. Et les enfants et les femmes sont beaucoup plus affectés par ce type de vulnérabilité. Et 90% de ces populations qui sont déplacées vivent dans des pays, dans les sociétés qui ont déjà des défis socio-économiques et des difficultés et qui vivent dans des zones frontalières qui sont souvent marginalisées des autres sociétés. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les chiffres liés à la vulnérabilité en Afrique. On voit par exemple qu'il y a une sécheresse sans précédent qui a causé le déplacement de plus de 20 millions de personnes et qui cause une situation d'insécurité alimentaire sans précédent. Alors, comment est-ce qu'on doit appréhender ces statistiques au cours de notre délibération d'aujourd'hui? Tout d'abord, il faut souligner le fait qu'on a besoin des approches qui gardent les peuples au centre de toutes les interventions. On ne peut pas tout simplement avoir des cadres et des approches qui ne placent pas les personnes, les peuples ordinaires au centre de tout ce que nous envisageons de faire. Cela est au cœur même des objectifs de développement durable parce que l'idée est de ne laisser personne pour de compte, mais il faut joindre l'acte à la parole. Et si nous voulons mobiliser le capital politique, il faut faire de sorte que tous les individus sont au centre. Il faudrait que tout le monde soit pris en considération. Alors le premier point que je veux mettre en évidence, c'est que dans tous les efforts visant à mettre en œuvre des interventions, des approches collaboratives au niveau national, régional ou mondial, il faut qu'on ait la participation de tout le monde, et surtout les femmes. Les voix des femmes et la participation active
est très importante pour qu'elle puisse façonner les destinées et les orientations des stratégies et plans. Ça, c'est très important. Ça permettra de mettre à contribution la force qu'elles apportent à ce genre d'efforts. Deuxièmement, il faut veiller à ce que les personnes déplacées sont également inclus dans ces processus. On ne peut pas avoir 100 millions de personnes au niveau planétaire qui sont dans les marges de la société. Ça, c'est très problématique pour leur sentiment d'appartenance à la société. Des grands chiffres de personnes vivant dans les zones frontaliers font face à des situations de déstabilisation et ils sont trop nombreux pour ignorer. La protection sociale, la santé, l'éducation, le droit de travailler, le droit d'avoir des moyens de subsistance significatifs, c'est quelque chose qui a déjà émergé dans les discussions de ce matin. C'est très important que les personnes déplacées soient permis de participer et d'être inclus dans tous les efforts nationaux qui sont en train d'être entreprises. Mais aussi il faut que on puisse trouver les réponses au niveau des communautés. Ces réponses se trouvent dans les communautés. Des fois, nous concevons des programmes, nous mobilisons des fonds qui ne tiennent pas en considération le fait que les bénéficiaires devraient être impliqués dans la conception de ces programmes. Il faudrait que nous puissions intervenir au niveau des communautés pour faire de sorte que elles sont les maîtres de leur propre destin. Et aussi, le HCR essaie d'aborder cela. Par exemple, au Cameroun, en Éthiopie, nous avons des programmes de reboisement très actifs. Au Tchad, nous investissons dans l'énergie solaire au niveau communautaire pour faire de sorte qu'on ait le capital nécessaire pour les activités génératrices de revenus, mais aussi on vise à renforcer la cohésion sociale dans les communautés parce que sans cela, les personnes déplacées pourraient devenir la cible d'autres forces déstabilisatrices comme on le constate dans différentes régions du monde, et cela c'est très préoccupant. Le défi est considérable, l'intégration, la participation doit être au centre de tout ce que nous faisons et nous espérons que nous pourrons compter sur l'appui de ces institutions régionales qui sont d'une importance capitale pour pouvoir faire de sorte que les personnes les plus démunies resteront au centre et seront inclus dans tous nos efforts. Je vous remercie infiniment et j'attends avec grande anticipation les questions et c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci Richard de cette merveilleuse intervention. Nous avons beaucoup travaillé sur la question des conflits et comment ça affecte l'agriculture. Et un député de la Somalie a indiqué que la Somalie est un des pays qui a le plus de potentiel agricole avec beaucoup de rivières et de fleuves, mais ces potentialités sont sous-développées. Donc, d'une part, on a les personnes déplacées, mais d'autre part, on a ces zones de conflit qui pourraient être des zones de production agricole, alimentaire pouvant nourrir l'Afrique. Merci beaucoup de cette intervention et nous attendons avec grande anticipation d'échanger davantage sur les solutions dont vous avez parlé, de telle sorte que nous puissions être inclusifs par rapport aux différents intervenants concernés. Différentes questions ont été soulevées. Les collègues qui m'ont appuyé sont Ben, Judith. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Alors Judith, pourriez-vous soulever une question pour que ça puisse stimuler quelques réponses de la part de certains de nos intervenants? Je sais que c'est une question à laquelle ils ont répondu, mais je pense que ça émane d'un point de vue de frustration. Je pense que un de nos participants, Agnes Harrison, a posé une question qui concerne la frustration qu'on a eu, notamment le fait qu'il y a eu beaucoup de bavardage, on parle beaucoup, mais il y a eu très peu d'action. Judy, pourriez-vous poser la question? Merci. Merci, Johan. Et je pense que vous avez au fait allusion à la question. La qualité du son de l'intervenant ne nous permet pas d'interpréter, mesdames et messieurs. L'interprétation reprendra aussitôt que la qualité nous le permettra.
security. So what is it that we are going to do differently from this talk, or what will this discussion, the dialogue, yield, so that we don't hear a lot more about food insecurity in Africa? Yeah, that is a question from Agnes Harrison, and it gives us a food for thought that we shouldn't just talk like we've always done. Thank you. Thank you. I mentioned that it comes out of frustration for many. Effectivement, c'est le résultat de la frustration dans de nombreux cas. Donc la question qu'on se posait plus tôt, c'est qu'est-ce qui va être fait différemment? Et ce que je vais faire, c'est que je vais inviter certains de nos intervenants à dire ce qui, selon eux, pourrait être fait différemment. En particulier, étant donné l'élan politique qui existe derrière les questions de système alimentaire. Martin, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain de ce point de vue? Martin Boualia, est-ce que vous êtes avec nous? Merci, est-ce que vous m'entendez? La qualité du son de l'intervenant ne permet toujours pas d'interpréter. Les services d'interprétation reprendront dès que possible. In terms of how to make it happen. And there are actually some clear levers within the continent, especially, like I said earlier, in the front line of implementation, that are pointing to not just solutions, but solutions at scale and working at systemic levels. And let me just mention two or three. One is, like I said, the issue of harnessing the populations as part of the solution. The program that our CEO referred to on the youth and also the program on food systems are actually pointing to that and emphasizing the capacities at the front line at grassroots level in terms of really sustainable solutions. We know today in the continent and probably globally, the whole advent of technology, and I'm talking about things like digitalization, biotechnology, and especially on digitalization and the issues of knowledge, of information, of science, of awareness. Those becomes important and actually can catalyze and leapfrog the continent's economic growth and development pathways. We also are looking at and considering as one area where we can draw a lot of energy is that, and I mentioned to also the principals mentioned, how do we move outside sector solutions? The whole UN food systems last year was about systems approaches. But we know when you come into the countries that we are organized around sectors. And probably to venture to say, let's reorganize those things would be a tall order. But how to generate working systems that allow cross-sectorial delivery capabilities and connections where Ministry of Energy recognizes that the success in the Ministry of Agriculture is just as their success as that of agriculture. So in our programs in the African Development Agency, we are looking at those cross-ministerial, interministerial working arrangements, some of them which already exist, but how do we catalyze them, how do we energize them and enhance capacity for their functioning to actually deliver at that systemic level in systems approaches. Let me pause here. Thank you, Martin, for pointing. Merci, monsieur, de ces réflexions. Je vois que Madame Veda Simpson souhaiterait également intervenir. Pour dire ce que les personnes que nous représentons auront à contribuer à l'avenir. Madame Simpson? Alors, qu'est-ce que nous pouvons changer en matière d'agriculture et de transformation? L'Afrique devrait se concentrer sur le bio, qu'il s'agisse des engrais, de la prévention des nuisibles et des sources d'énergie pour la production alimentaire.
Le son a coupé. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, je vous ai bien entendu, je ne savais pas si vous aviez terminé. Est-ce que vous avez terminé, madame? J'avais terminé. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, la question de la valeur ajoutée est très importante. Et certaines des choses que vous avez dites plus tôt sur l'autonomisation des femmes le sont tout autant. J'invite monsieur Nana Osei Bonsou à intervenir. Qu'est-ce que le secteur privé ferait différemment? Devrait faire différemment? Merci, Johan. Je pense que l'un ou l'une de mes collègues a évoqué les ressources énergétiques, les énergies renouvelables, qui font baisser le coût de la production. Et justement, je parlais du gaspillage alimentaire dans les céréales. Mais si nous pouvons faire les choses différemment, faire en sorte qu'il y ait de la valeur ajoutée, qu'il y ait la conservation, le stockage, ben tout ça, c'est des choses que nous n'avons pas. Et on peut mettre en place des initiatives à ce que le secteur privé joue un rôle de partenaire. Ça passe par le renforcement des capacités, l'ajout de valeur ajoutée. Certains de nos aliments sont ce qu'on appelle des aliments oubliés. Et donc, ce qu'il faudra faire différemment, c'est restructurer et nous refamiliariser avec les aliments de nos ancêtres. Et ensuite, il faut donner les ressources pour que ces aliments puissent vraiment reprendre leurs racines. Et nous devrions être en mesure d'inclure ces aliments au bénéfice de la sécurité alimentaire de nombreuses générations à venir. Merci. Merci beaucoup de cette intervention. Je vois une autre question. Ben, souhaitez-vous lire la question ou est-ce que vous voulez que je le fasse? Allez-y, pour éviter de perdre du temps. Au moins cette fois-ci, j'ai vu la question. Donc, nous avons des bonnes politiques et des bons cadres, mais c'est limité par un manque de financement et de ressources. Comment faire en sorte qu'il y ait suffisamment de ressources? Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Andrea Renzulli a parlé des questions d'énergie et d'autres intervenants ont évoqué la question, donc dites-moi si vous souhaitez intervenir. Monsieur Renzulli, souhaitez-vous prendre la parole avant que nous donnions la parole à Monsieur Nana? Oui, pour répondre en 2 minutes, ce que nous constatons, c'est que les financements sont disponibles, mais l'accessibilité du capital pose souvent problème. Pour une raison principale. Le coût de la finance est encore trop élevé pour de nombreux investisseurs et ça ne permet pas de rendre les projets viables et rentables sur le plan économique. Et donc il faut augmenter l'accessibilité de la finance pour le développement et ça, cela passe par la création d'un environnement propice, de conditions propices. Et ça permet de diminuer la perception de risque qui accompagne les investissements dans les zones africaines. Ça permet d'améliorer l'accès à ce capital. Et donc, ça peut passer par des incitations, par des plans d'action faciles à mettre en œuvre, qui donnent des signaux clairs au marché, aux investisseurs potentiels. Tout ça, ça va jouer un rôle primordial dans l'amélioration de l'accessibilité du capital pour les développeurs. Merci. Merci de cette intervention, monsieur.
qui était très ciblé. Il faut effectivement que le secteur privé voit le potentiel de rentabilité pour faire ses investissements. Monsieur Nana, 1 minute? Oui, merci beaucoup, Johan. Ce que je disais plus tôt, c'est l'importance de diminuer le niveau de risque de l'ensemble des investissements. Souvent, on fait cet exercice de de-risking, de réduction des risques pour l'exposition des organismes financiers à l'agriculture. Mais qu'en est-il des risques pour les petits producteurs? Si eux, ils font faillite, ils n'ont plus aucune opportunité, alors qu'une banque, elle peut se relever. Et donc, il faut des incitations concrètes et il faut promouvoir les petites entreprises afin que les risques soient inférieurs et que ces ressources puissent être mises à disposition. Et il faut que les capacités soient à disposition pour une mise en œuvre réussie. En général, on a tendance à considérer le crédit comme l'alpha et l'oméga, et on a tendance à oublier ce qui permet aux petits producteurs vraiment de participer. Merci. Merci de ce rappel. Il faut réduire les risques, effectivement. C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves et nous savons qu'il y a beaucoup de potentiel ici. Et cela passe aussi par le fait de placer les petits producteurs au centre de nos interventions. Car les petits producteurs représentent la majorité de la production agricole. Si vous me le permettez, je vais m'arrêter ici. Je voudrais remercier en particulier nos interprètes qui nous ont donné du temps supplémentaire pour répondre aux questions auxquelles nous avons répondu. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui, en particulier les intervenantes et intervenants. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que ce que nous avons entendu nous permet de passer d'une description centrée sur les défis à une discussion centrée sur les opportunités, les perspectives des différents acteurs ici représentés. Et donc, avec votre bénédiction, je vais présenter son Excellence Fatima Kiari Mohamed, ambassadeur auprès de la mission permanente de l'UA en qualité d'observateur. Et c'est elle qui va mettre le point final à cette série de dialogues et cette édition centrée sur le développement du capital humain, le climat, l'énergie et les systèmes alimentaires. Madame l'ambassadeur, vous avez la parole. Madame, êtes-vous parmi nous? Oui, elle était dans la salle. Alors, un instant, s'il vous plaît. C'est la mission de l'UA. Madame l'ambassadeur ou son représentant, si vous êtes présent, la parole est à vous. Je la vois sur la liste, elle est sous le nom de AU Mission. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Excellence, nous vous entendons. Veuillez prendre la parole. Oui, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas allumer ma caméra. Ah, ça y est. Maintenant, ça fonctionne. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ces débats ont été très intéressants et j'ai pu en suivre l'intégralité. C'est pour moi un véritable honneur d'être avec vous ce matin pour vous proposer quelques remarques de conclusion. À l'entame, permettez-moi de dire que c'est
Merveilleux que nous ayons pu organiser cette 4e édition de la série de dialogue sur l'Afrique. Et j'aimerais remercier sincèrement tout un chacun qui a participé à cette initiative. Tout particulièrement, j'aimerais saisir cette occasion pour saluer et féliciter Madame Nardos Bekele et Thomas qui vient d'entrer en fonction en tant que directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD AUDA, et aussi il y a le fait que ça, c'est une organisation très importante dans le processus visant à réaliser notre programme de développement au niveau du continent. J'aimerais également remercier Madame Vera Songwe, secrétaire exécutive de la CEA, qui a joué un rôle d'avant-garde en appuyant le programme de développement de l'Afrique et tout particulièrement, j'aimerais remercier ma sœur Christina Duarte, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur l'Afrique, pour son appui sans relâche, le partenariat avec le sens de partenariat avec lequel elle a collaboré avec nous pour pouvoir organiser à un très haut niveau ces dialogues sur l'Afrique, de telle sorte à pouvoir aborder des thématiques qui sont prioritaires pour nous tous. Il est évident que cette collaboration entre l'Union africaine et la CEA et les Nations Unies vont contribuer à la mise en œuvre des objectifs sur le continent, mais aussi des objectifs mondiaux. J'aimerais, en guise de conclusion, souligner que, mesdames et messieurs, au cours de ces quelques semaines écoulées, nous avons eu l'occasion d'interagir avec plusieurs parties prenantes venues de différentes organisations de différents continents. Nous avons pu mener des réflexions, échanger des idées, mais aussi apporter des critiques constructives ainsi que des perspectives en ce qui concerne la consolidation de la résilience des systèmes alimentaires au profit du développement socio-économique. Et nous avons pu nous appuyer sur le thème de l'Union africaine pour l'année qui est lié à la première aspiration de notre agenda 2063 ainsi que un des objectifs clé de l'agenda 2030. Et un élément commun que j'ai pu retenir, c'est lié aux objectifs clés qui a été fixé pour cette série de dialogues sur l'Afrique, notamment le fait de lancer un appel à l'action à l'endroit des gouvernements africains au plus haut niveau, mais aussi à l'endroit de nos institutions, du secteur privé, de la société civile, mais aussi un appel lancé à la communauté internationale de passer à l'action, je le répète, ensemble, si nous voulons véritablement changer le cours de notre réalité actuelle et accélérer la mise en œuvre de nos objectifs en matière de développement. J'aimerais m'appuyer sur les interventions des intervenants pour mettre en évidence certains points qui sont très pertinents pour nous. Tout d'abord, l'Afrique est déterminée à transformer son secteur agricole pour pouvoir produire assez de nourriture pour les marchés intérieurs et les marchés extérieurs et pouvoir nous rétablir comme un exportateur net de produits agricoles plutôt qu'un importateur net. C'est également important qu'on puisse réaliser les potentialités africaines, étant donné que cela aura un impact sur les moyens de subsistance des populations à tous les niveaux et ça permettra d'aborder les problèmes fondamentaux tels que la malnutrition et la famine sur le continent. Il est évident que notre marché intérieur pour les produits agricoles reste beaucoup plus élevé que la production et il est évident que le marché est en faveur des produits locaux et donc l'amélioration de la variété et des volumes permettrait
les travailleurs et les ménages agricoles à gagner plus de revenus ou au profit de nos populations. Et j'aimerais également m'appesantir sur le fait que l'agriculture restera un catalyseur pour notre croissance économique. C'est un message clair qu'on a entendu et c'est un secteur qui sera principalement responsable pour la création d'emplois pour notre population jeune qui connaît une croissance accélérée. Donc à cet égard, j'aimerais souligner la nécessité de travailler dans le contexte du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique qui vise à réunir et à rassembler les efforts africains visant à développer l'agriculture en Afrique et qui vise à faire de sorte que les institutions soient en meilleure posture pour améliorer les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance pour les populations sur le continent. Mesdames et messieurs, Excellences, il est évident qu'on doit reconnaître la complexité des écarts qui existent actuellement entre les problèmes auxquels les institutions font face et les capacités d'aborder ces difficultés de manière intégrée. Et le fait d'adopter des solutions basées sur les systèmes nécessite des interventions telles que le changement de comportement, l'apprentissage continu et le suivi et l'évaluation des progrès à tous les niveaux des différents systèmes. Donc le fait de l'application de cette approche axée sur les systèmes est très importante. Il faut réfléchir sur la manière dont on peut intégrer cela dans nos pratiques quotidiennes, de manière à tenir en considération les réalités, les capacités institutionnelles et humaines sur le terrain. Le dernier point que j'aimerais mettre en évidence, c'est que le développement de systèmes agricoles modernes et l'augmentation de la productivité ont été priorisés pendant longtemps sur le continent, mais la mise en place des infrastructures, notamment les routes, en milieu rural, les infrastructures énergétiques, l'irrigation, ainsi de suite, jouent un rôle très important et on doit veiller à ce qu'on accorde assez d'attention à ceci pour pouvoir aborder les problèmes. Un autre point qui a été soulevé concernant la nécessité d'équiper les agriculteurs sur le continent avec les semences, la formation et le financement abordable, c'est quelque chose de très important pour pouvoir accroître la production alimentaire au-delà du niveau de subsistance. Il y a eu un si grand nombre de messages qui ont été communiqués et véhiculés aujourd'hui et au cours de ces quelques semaines qui viennent de s'écouler. Et je tenais à mettre en évidence certains de ces messages dans ce mot de conclusion et aussi m'acquitter de la tâche importante de lancer un appel à nos partenaires, à la communauté internationale, d'accorder plus d'attention à ces domaines-là, mais aussi, comme les autres l'ont dit, il faut faire davantage pour veiller à ce que on ait un avenir meilleur et différent pour notre continent. Madame la Présidente, j'aimerais remercier tout un chacun et tous les intervenants qui ont enrichi les échanges avec leur présence et leur brillante intervention. Je remercie tout un chacun de nous avoir rejoints à l'occasion de cet événement et j'espère que nous pourrons passer à l'acte et que nous aurons un autre débat et une autre discussion dans un avenir qui n'est pas trop lointain. Merci beaucoup, Excellence, de ces propos très éloquents. Nous avons pris note de tout ce que vous avez ajouté à la conversation. Ce n'était pas qu'une mise au point, mais vous avez enrichi considérablement la conversation. Je ne veux pas diluer ce que vous avez dit en essayant de le résumer, mais j'aimerais clôturer en remerciant Madame Duarte et tous les collègues qui ont travaillé avec nous au niveau d'Audanepad, au niveau de la CEA. Je vous remercie, Madame
Duarte pour le leadership que vous nous avez accordé. Vous avez appuyé jusque-là ma secrétaire exécutive et aussi vous nous avez montré la voie en collaboration également avec la Commission de l'Union africaine et Aldenepad. Et à tous les participants qui ont participé à cette édition de la série de dialogue sur l'Afrique, je vous remercie de vos interventions, je remercie nos intervenants et pour les participants, je vous remercie non seulement d'avoir suivi les interventions, mais aussi d'avoir participé. Nous avons nos instructions, nous avons un appel à l'action et nous avons les yeux braqués à nos instances dirigeantes pour nous aider à rester sur la bonne voie. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de dialogues sur l'Afrique. Merci.